Bonjour, bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des auteurs pour parler de leurs livres, ceux qui veulent généreusement partager leurs œuvres. Mais c'est afin de vous les faire découvrir. Et si vous aimez le contenu de notre chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de monsieur Marcel Mansart qui va nous parler de son livre. En fait, c'est une biographie. C'est Comme dans un rêve. Très, très, très beau livre. Vraiment, très belle biographie. Très riche. Ça, c'est une vie, mais vraiment très, très riche. Bonjour, monsieur Marcel Mansart. Bonjour. Bonjour, Judith. Bonjour. Je vous remercie. Avant de me présenter, je voudrais vous remercier pour m'accueillir là-bas chez vous. C'est un plaisir. C'est très gentil de votre part. Avec plaisir. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Eh bien, moi, je suis Marcel Mansart. Je suis né dans un village qui s'appelle Venette, un petit village de Picardie, en 1934. C'est un village près de Compiègne. Et toute mon enfance s'est passée auprès de mes grands-parents, dans une ambiance d'agriculture, je dirais, et bon enfant, vraiment, j'étais heureux, très heureux dans ce village d'agriculteurs. C'était formidable. Oui, vraiment super. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Vous voyez, le livre vous voyez le volume. Une fois qu'on est dedans, oh là là, on découvre cet environnement. Ces années, c'est quand même les années 1930. Hein. Écoutez, c'est vraiment un plaisir. C'est tellement agréable de vous lire. C'est agréable de vous lire parce que vous nous ramenez dans la France dans ces années, les années 30. Et en plus, le livre est bien structuré parce que c'est par chapitre. Donc, il y a ces 5 chapitres. En premier, les enfants de la guerre, vos vacances en Auvergne, votre initiation en tant que jeune homme, service militaire en Algérie, et enfin, le dernier, quand même, qui est vraiment personnel, c'est votre vie, c'est l'amour de votre vie qui est votre épouse. Alors, ma première question, Marcel, c'est vous demander qu'est-ce qui vous a incité à écrire cette biographie, à la partager. Écoutez, il y a très longtemps que j'avais envie de le faire, parce que j'ai des tas de souvenirs, et ces souvenirs, j'avais envie de les partager, en fait. J'avais commencé par écrire sur des cahiers, sur des feuilles volantes, et j'avais classé tout ça. Je m'en suis pas occupé pendant des années. Et puis, au moment de la retraite, quelques années après, je me suis dit, j'ai envie quand même, j'ai envie. Mais mon écriture sur feuille libre me convenait pas très bien. Alors j'avais un peu honte de présenter mes feuilles comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai fait l'achat d'un ordinateur. Et avec cet ordinateur, j'ai découvert que l'écriture, finalement, c'était très bien avec cet ordinateur. Écrire, imprimer, pouvoir lire tout de suite derrière. Et ça m'a vraiment donné un coup de fouet. Et mon épouse, la première page que j'ai écrite, mon épouse est venue voir, elle l'a lu, elle m'a dit, mais c'est formidable, il faut que tu continues. Et c'est comme ça que les enfants de la guerre sont nés, en fait. Ensuite, ça a été vraiment comme une bobine de fil que l'on déroule, mais mes souvenirs venaient les uns après les autres et j'ai repris depuis le début jusqu'au moment où je pouvais. C'est une maudite. J'étais vraiment content, heureux de pouvoir faire ça. Oui, c'est fantastique. C'est vrai que, bon, pas écrivain, je ne suis pas écrivain. Alors, ça me paraissait un peu bizarre, mais... Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et après, pour continuer. Oui, en tout cas, vous avez bien fait, parce que vous l'avez fait, et c'est très bien fait. On vous lit, c'est très clairement écrit, et tous ces détails. On va commencer par le premier chapitre, les enfants de la guerre. Donc, c'est votre enfance, dans ce petit village en Compiègne, c'est ça? Écoutez, les enfants de la guerre, pour moi, ça débute à l'âge de 4 ans. Vous savez, quand un enfant comme ça se retrouve à la campagne, on était en
en totale liberté. C'est pas comme à la ville, on était à cette époque, bon, les enfants, et à 4 ans, on était déjà aptes à faire beaucoup de choses dans la culture, dans les chants, etc. Et quand on se trouve, par exemple, comme moi, je me suis trouvé avec mon frère aîné, qui avait 3 ans de plus que moi, dans des souterrains, des anciennes champignonnières qui étaient abandonnées, mais dont on faisait, nous, nos jeux à l'intérieur de ces galeries remplies de chauves-souris. Tous ces aspects, à 4 ans, ça vous marque. Et je crois que ça m'est resté. Tous ces souvenirs me viennent comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je le retiens parce qu'il y a un effet qui se fait. À 4 ans, c'est pas évident. On me dit souvent, mais comment faites-vous pour avoir une mémoire, comme ça? Ah oui. Quelquefois, ça me fait rire, mais je réponds, ben écoutez, je crois que si j'y pensais un peu plus, si je me consacrais dessus, il me semble que je pourrais voir comment j'étais dans le ventre de ma mère. Waouh. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu une image. Et pourtant, pour moi, c'était ça. Écoutez, vraiment, c'est super parce que vous partagez avec nous ces agréables, ces bons souvenirs avec Pépère et mes mères. Et justement, les champignonnières dont vous parlez, on précise quand même que c'était dans les années 41 lors de l'occupation allemande, c'est ça? Ah ben, oui, bien sûr, parce que après, évidemment, moi, au début, c'était dans les années 38, par là, mais ensuite est venue l'époque de la guerre. Et à ce moment-là, cet endroit a été occupé pendant une partie par des militaires qui venaient gonfler des gros ballons qu'on appelait, nous, des saucisses. Ces ballons que l'on faisait partir dans le ciel, retenus par des câbles, pour se protéger de l'aviation. Et même là, j'ai assisté avec les militaires qui nous prenaient vraiment bien, qui étaient gentils avec nous. On est même, je me souviens être rentré à l'intérieur de cette saucisse avant qu'elle s'envole. Parce que c'était chauffé à l'air chaud. C'était pas du gaz, mais rien du tout. Elles étaient simplement, on les faisait partir à l'air chaud. Comme les premières montgolfières. Waouh, écoutez, vraiment c'est de bons souvenirs. C'est de bons souvenirs. Vous décrivez les champs, la ferme de Pépère et mes mères, les bonnes soupes de mes mères, de poireaux et pommes de terre. Son bon ragoût de lapin, la carotte et pommes de terre. Oh là là, vous décrivez ça, mais on se voit, c'est de bons souvenirs. On sent vraiment que c'est de bons souvenirs que vous relatez, dans ce livre. Mais c'est merveilleux, vous savez, c'est merveilleux ça, de pouvoir partager ça, de partager. Et j'adore ma grand-mère, j'adorais ma grand-mère. Mon grand-père était sévère, mais il était très gentil aussi. Il était très sévère, mon grand-père, mais il était quand même gentil, il nous aimait bien. Ma grand-mère, c'était ma mère. Oui. C'était ma mère, c'est elle qui nous élevait, oui. Donc, les soirées passées à lui défaire les cheveux, à la peine, alors qu'il faisait encore nuit. C'est des souvenirs inoubliables, ça. Oui, j'imagine. Alors, vos vacances en Auvergne, les vacances en Auvergne aussi. Mais, tout ça, ça vous marque. On ne peut pas oublier les choses comme ça. Vous avez appris beaucoup de choses en Auvergne. Vous avez appris à traire les vaches. L'Auvergne, les vacances dans une ferme. Pendant 4 années de suite, on y allait pendant les grandes vacances. Pendant les 2 mois et demi de vacances, on est passé en Auvergne dans une ferme. Alors, c'était des moments d'apprentissage, je disais, de la vie aussi, parce que dans une ferme, on apprend beaucoup de choses. À l'époque, les fermiers faisaient tout eux-mêmes. Le pain, le beurre, ils avaient la viande, ils avaient tout sur place, je dirais. Alors,
fabriquer le pain, c'était formidable de voir fabriquer le pain. Faire ces grosses miches qui rentrent dans ce four qui est chauffé à blanc. Ah oui, la campagne, c'est magnifique. Une odeur qu'on ne retrouve plus. On ne retrouve plus ça. C'était formidable. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, bien sûr. La vie des bêtes en particulier. Le vélage des vaches. C'était fantastique de voir. J'avais déjà vu ça chez mes grands-parents. Et les vaches, j'avais jamais assisté aux vaches. Et puis l'accent est différent aussi. Vous racontez un petit peu. Hein? C'est différent de l'accent de Picard, c'est ça? Non, vous dites parler Picard, c'est différent. C'était le patois. Le patois. Hein? Le patois. Bon, nous, pour les enfants, ça m'a pas trop, moi, personnellement, ça m'a pas trop choqué. Ça a choqué ma mère à un moment. Ma mère, c'est vrai que lorsqu'on est à table, autour d'une table où on est 8 ou 10, une grande table, et que les gens ne parlent que patois, on se demande toujours, est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce qu'ils parlent de moi? Oui, j'imagine. Et vraiment, vous avait été ému, ça. D'accord. Alors, vous vous souvenez comment on dit « allons à la maison » en patois? Auvergnat? Oh, je me rappelle pas grand-chose. C'était un Montagnac. Un gros mot, Biladiou. C'est un gros mot, je m'excuse. Non, mais alors j'ai retenu pour dire il va tomber, ils disent il va chivader, c'est ça? Chivader. Oui, Valaquer, par exemple pour les chiens. Ah oui, Valaquer, aux chiens, on lui disait Valaquer, ça veut va la chercher là-bas. Les vaches, là. Valaquer. Ah ben j'ai un épisode avec les moutons qui quand même faisant tort. J'ai fait le torero avec un bélier qui n'était pas Ah oui. approcher son troupeau. J'ai eu très peur quand même. Mais bon, vous en êtes sorti. Finalement, le bélier est parti de son côté, mais moi aussi. Il n'y a pas eu de gagnant en y regardant. Oui, belle scène. Hein. Je l'ai lu, j'étais sur le qui-vive en disant, oh là là, que va faire le bélier? J'espère que Marcel va s'en sortir. Ah oui, Marcel est un intrépide. Vraiment, c'est la bonne école, ça. À vous lire, on se dit, ces périodes-là, c'est vraiment la bonne école. Parce que beaucoup de choses, on sent les valeurs, vous savez, on sent les valeurs humaines derrière cette vie. On sent la solidarité, la générosité des fermiers, des agriculteurs. Vous parlez de vos grands-parents, vous parlez de ces personnes quand vous allez dans la ferme en Auvergne. La solidarité, la générosité qu'il y a, c'est juste, on se dit, c'est la bonne époque. C'était la belle époque. Voilà. Je crois que je regrette beaucoup, moi. Oui, j'imagine. Ben, Marcel, je vois que vous étiez un chaud lapin aussi, hein, excusez-moi le mot, mais bon, alors votre initiation de jeune homme, hein, la Jeanne, ça c'est dis donc, hein. Ben, écoutez, c'était mon premier amour. Waouh. Ah oui. Pour moi, l'âge, ça comptait pas beaucoup à l'époque. Je sais pas, j'étais pris. Ah oui, vous étiez amoureux, vous n'étiez pas plus, vous étiez mais amoureux, Marcel. Et pendant 4 ans, ça a duré 4 ans quand même, hein? Ouais, pardon. Ça a duré 4 ans, cet amour, je dirais atypique, parce que vous aviez 16 ans et elle avait 44 ans. Oui, absolument. Et vous étiez fou amoureux. C'était interdit, hein. J'imagine. Mais bon, à vrai dire, personne ne l'a su vraiment. Hein. Ça s'est jamais été nulle part. Ah ouais. Bon, c'était vraiment 4 années quand même de ma vie à vivre en couple sans être en couple. Mais Marcel, je me suis dit quand même, vous viviez dangereusement.
Je n'ai pas compris comment le mari ne s'en est jamais rendu compte. Non, je crois que le mari était un peu alcoolique, disons, déjà. D'accord. Euh, donc, D'accord. souvent, il était entre deux alcools, deux vins. Il n'était pas méchant. Non, et au contraire, il vous a pris comme son fils, tout à fait. Je crois que finalement, je crois que Jeanne s'est approchée de moi comme si j'avais été son enfant. Ils n'ont jamais eu d'enfant, ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. Donc je crois que c'est ce qui l'a rapproché de moi. Et moi, je me suis pris, bien sûr, bon, j'étais innocent à l'époque. À part les histoires que les femmes me racontaient dans l'atelier, évidemment, quand on est jeune, ils en profitent aussi. Hein. Les personnes d'un certain âge déjà, qui étaient soit divorcées, soit veuves, il y en avait, j'en connaissais une ou deux, peut-être qu'il y avait un mari, c'est tout. Toutes les autres étaient veuves ou étaient divorcées. Alors, quand un petit jeune arrive dans un atelier comme ça... Mais quel succès! On le lit, c'est super, c'est impressionnant. Quel succès! Mais non, vous n'avez Dieu que pour votre Jeanne, quoi. Alors, la guerre d'Algérie arrive. Parce que c'est ça, vous partez en service militaire en Algérie. Oui, j'ai passé 27 mois en Algérie. Bonne expérience, vous gardez de bons souvenirs aussi. Difficile, parce que les premiers mois, je les ai passés dans un régiment de tirailleurs algériens. Et là, ça rigolait pas. Hein. Il fallait faire comme tous les militaires. Hein. Les marches dans la montagne, les marches un peu partout. Ça ne me déplaisait pas, en fond. En fait, mes parents étaient chagrinés de me voir partir en Algérie. Mais moi, j'étais assez content. De partir un peu. Parce que je voulais voir autre chose. J'avais envie de voir autre chose, de ma pays. Mais tant mieux, c'est bien tombé d'ailleurs, parce que grâce quand même à ce voyage en Algérie, vous avez rencontré l'amour de votre vie. Oui, absolument. Ça a rétabli une situation, disons, qui était délicate. Hein. Oui. Et puis en Algérie, il faut dire que malgré les patrouilles, malgré les qui a pu se passer, j'ai passé des très bons moments avec Yvette que j'ai rencontrée là-bas. C'est vrai, c'est vraiment bien décrit. Alors, c'est en 54 que vous êtes parti, parce qu'on se rend quand même compte que les périodes de troubles, ça n'arrête pas. Parce que vous décrivez à un moment, en 1954, il y avait des protestations dans les rues à Paris, où les personnes se plaignaient. En fait, on n'a jamais appelé ça la guerre. En Algérie, on était là-bas pour la pacification. D'accord. La guerre d'Algérie a été vraiment déclarée il y a quelques années seulement. Hein. Enfin, il y a peut-être 20 ans maintenant. Oui, à peine 20 ou 30 ans. Et on ne parlait pas de guerre d'Algérie. Hein. Surtout au départ. Au départ, quand moi je suis allé, c'était la pacification. Et à chaque fois qu'il y avait des réunions autour de gens dégradés, on ne parlait jamais de guerre. C'est ça. Donc, nous sortions armés, faisions des patrouilles, etc. Il y avait des attentats déjà qui commençaient au début. Après, ça s'est accentué les années 55-56. C'est devenu plus délicat. Plus délicat, oui. Il fallait donc la présence de l'armée française. Alors, je vais lire un petit passage. Quand vous aviez reçu le courrier qui vous invitait à vous présenter, à aller à la... Enfin, pas à la guerre, vous dites à la pacification, et où votre maman était vraiment, effectivement, très, très triste. Alors, je vous lis la lettre que vous recevez du ministère des Armées. Monsieur Mansart Marcel Michel, né le 4 avril 1934 à Venette-Oise, est prié de se présenter le 4 avril 1955 à la caserne Charras à Courbevoie, voilà, à 9h30, muni de ses affaires personnelles et du document joint. Juste comme ça, muni des affaires personnelles, vous recevez la lettre, vous la lisez, on vous donne une date, muni de, ils disent de se présenter muni de ses affaires personnelles
et du document joint. Et c'est parti. Oui, et je suis parti en Algérie en civil. Dans la caserne, évidemment, on était nombreux dans cette caserne de Charras. On nous avait donné quand même une bonne permission toute la matinée, un début d'après-midi. On s'est retrouvés que dans l'après-midi. Je pense que c'était pour éviter les repas ou les... je sais pas. Enfin, on était bien contents de sortir de la caserne. Et le soir, lorsque l'on est reparti, c'était... les gens commençaient à faire des manifestations à l'extérieur contre la guerre d'Algérie. Les gens ne voulaient plus que leurs enfants partent en Algérie. Et quand on est parti de la caserne Charras en camion, sous la huée de gens qui venaient crier leur indignation pour ce départ en Algérie. Ça a été un départ de la caserne Charras rapide, très rapide. Très rapide, oui. D'Orsay, je crois, on a embarqué. Ah là là. Et dans les trains, le train c'est pareil. Le train c'était un train vraiment rudimentaire. C'était avec les bancs. À l'époque, oui. Ouais, C'était les locomotives à l'époque, c'est ça? C'était les locomotives, les trains à vapeur. Cracher la fumée. Oui. On a fait Bordeaux-Marseille. On est parti, je sais pas, on a dû mettre près de 24 heures pour faire le voyage. Je ne me souviens plus très bien. Une bonne douzaine d'heures. Le train s'arrêtait en race campagne pour nous permettre d'aller faire nos besoins. C'était toute une époque. Hein. C'était. Ouais. Ouais, des bons souvenirs quand même. Oui, c'est de bons souvenirs. C'est vraiment de bons souvenirs. Alors, c'est des bons souvenirs. oui, alors Marcel, je vous pose une question quand même parce que par rapport à ces souvenirs, vous, tout le long du livre, quand on vous lit, c'était aussi un petit peu l'époque. Hein. Vous étiez un petit peu avare en déclaration de sentiments. C'est que vous ne dites pas facilement aux personnes que vous les aimez, tout ça. Alors il y a un passage très émouvant par rapport à mes mères. Vous regrettez de ne lui avoir pas assez dit que vous l'aimiez. Est-ce que ça a changé maintenant, Marcel? Maintenant vous êtes grand-père, vous avez des petits-enfants. Est-ce que ça a changé? Vous êtes plus généreux, vous arrivez à exprimer vos je t'aime aux petits-enfants? Vous savez, dans la famille, on n'a jamais vraiment dit je t'aime. C'est vrai que maintenant on le dit trop, je dis. Maintenant, à tout bout de champ, on dit oh je t'aime. Sur les réseaux sociaux, tout ça, partout je t'aime. Ça ne veut plus rien dire. À l'époque, ça devait dire quelque chose, mais on n'osait pas le dire. Alors, évidemment, quand ma grand-mère est décédée, c'est vrai. Et quand elle est décédée, j'étais avec mon épouse, j'étais avec Yvette. J'ai regretté de ne pas lui avoir dit que je l'aimais vraiment. Bon, elle devait le sentir, elle le savait. C'est vrai, on le dit pas assez. On se retient, puis peut-être aussi c'est dans la nature. C'est dans la nature, oui. Et puis, ouais. Comme vous dites, les choses évoluent avec le temps. C'est vrai que l'ancienne génération, c'était pas facile comme ça d'exprimer ses sentiments. Nos parents, on sait bien qu'ils nous aimaient, mais ils ne disaient pas à chaque bout de temps, comme nous on le fait avec nos enfants maintenant, je t'aime, je t'aime. C'est vrai que c'était une autre époque. Et puis bon, les tendances changent, ça évolue. Oui, parce que nos parents nous aimaient, oui. Mais on était quand même plus à la dure que maintenant. Ils étaient plus pudiques. Oui. Les fessées qu'on ne donne plus aujourd'hui, bon, nous on les recevait quand même à mon époque, hein, quand on en avait besoin. Mais bon, moi j'ai pas eu trop à me plaindre là-dessus. Ça va. Sauf quoi, ma mère me disait souvent, à 18 ans je t'ai donné une claque. Elle me disait, parce que j'avais refusé d'aller lui porter une lettre à la poste. Oui, c'est ça, je l'ai lu, c'est écrit. Mais écoutez, le livre est tellement bien écrit, c'est vraiment ça votre biographie. Tout y est. On a vraiment l'impression de regarder un film et vous voir depuis Vénète, là-bas,
on évolue, on vous revoit en Auvergne, on vous voit à Paris, on vous voit partir en Algérie, rencontrer Yvette, l'amour de votre vie, revenir et faire. Alors, donc, combien d'enfants vous avez eu? J'ai eu 2 enfants, 2 C'est garçons. ça, 2 garçons. Différence. Mon aîné qui se trouve là, d'ailleurs. Claude, il y a un Claude dedans. Mon cadet a 61 ans. D'accord. Alors ça me fait drôle parce que pour moi ce sont encore mes enfants, mais Bien quand je les sûr. vois à cet âge-là, Bien sûr. je dis c'est pas possible. Oh, bien sûr, bien sûr. Écoutez, vraiment, c'est magnifique. Marcel, un grand merci à vous de nous faire partager un récit comme celui-là, parce que c'est un document d'archives. Vous voyez, c'est un document d'archives et vraiment pour vos enfants, vos petits-enfants, votre progéniture ou des personnes comme nous, même si nous ne faisons pas partie de votre famille, ben écoutez, nous ne pouvons que vous dire merci parce que grâce à vous quand même, vous voyez, c'est des choses qui doivent rester, qu'on sache qu'est-ce que c'était la vie avant. Ah oui, ouais, C'est important de savoir ça. C'est vrai que... Ça a beaucoup changé. Oui, Ça a beaucoup changé. oui. Ah, moi, cette vie quand même. Bon. Mais à l'âge, on regrette toujours quelque chose. Alors, vous savez, chaque siècle a son temps. Oui. Les gens vivent comme ils vivent. Nos petits-enfants se rappelleront même plus que ça existait. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne se rappelle plus. C'est la raison pour laquelle je dis que ce livre, vraiment, c'est un bijou. C'est à garder ça. Moi, je vais le garder. Je le garde. Vraiment, je conseille à toutes les personnes, on revoit vraiment à l'époque cette vie dans les fermes, dans les campagnes. Mais c'était un plaisir. Vous imaginez, on vit vraiment en direct avec la nature, manger bio. Vous savez que bio, maintenant, ça devient un luxe de manger bio. Oui, manger bio. Vous imaginez. Si c'est du bon bio, Encore que, voilà. Exactement. Alors bon, moi qui étais habitué dans la culture de manger les pommes de terre de ma grand-mère qu'on donnait aux poules, je trouvais ça extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, on me dirait, mais attention, il y a des microbes, tu vas mourir. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un très, très, très beau livre. Mesdames et messieurs, comme dans un rêve de Monsieur Marcel Mansart. Marcel, précisez-nous un peu, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce titre, Comme dans un rêve. Pourquoi Comme dans un rêve? Oh, je suis impressionné parce que j'ai choisi ça, c'est pour mon épouse. Je voulais que tout... Excusez-moi. Écoutez, c'est émouvant parce que moi c'est pareil, la fin du livre est c'est tellement émouvant. Le passage avec Yvette. Je voulais tant qu'elle puisse assister à la création de ce livre. Il m'a semblé qu'en mettant ce titre, elle le recevrait. Elle le reçoit, elle le reçoit. Soyez-en sûrs, elle le reçoit. Regardez, la couverture est tellement bien faite. Vous voyez, les oiseaux elle le reçoit. Ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, elle vous voit de là-haut. Elle vous voit. Elle était quand le livre a commencé, vous dites quand vous avez écrit Les enfants de la guerre, ne vous inquiétez pas. Elle vous a accompagné tout le long. Au départ, je voulais faire 5 livres. Et le premier livre, Les enfants de la guerre, dès que j'ai eu l'ordinateur, ça m'est venu tout de suite. Et hop, dans la foulée, j'ai écrit Les enfants de la guerre. Ensuite, il y a eu une interruption de quelques années même, pour que je recontinue le livre. Mais entre-temps, j'écrivais de temps en temps sur un cahier, j'écrivais ce que je voulais faire, c'est-à-dire les vacances en Auvergne, Initiation d'un jeune homme, d'un jeune homme, service militaire.
en Algérie. Ce qui fait que j'écrivais de temps en temps sur l'un, après sur l'autre, et je ne faisais pas tout en même temps. Et quand mon épouse est décédée, j'avais arrêté bien sûr, quand mon épouse est décédée, j'ai dit il faut que je finisse. Et j'ai repris tous ces morceaux que j'avais faits, que j'ai réajustés comme un puzzle, et j'ai fini ce livre, je l'ai fait... Vraiment, vous avez bien fait. Vous avez vraiment bien fait, Marcel. Mesdames et messieurs, le livre est volumineux, c'est vrai. Comme vous avez dit, comme vous le dites, vous auriez pu faire 2 à 3 livres de ce gros volume. Mais bon, c'est pas grave. On a 5 en 1, ou 4 en 1, ou 3 en 1. Moi, je préfère l'avoir effectivement comme ça, tout en entier. Parce que je commence et on est là-dedans, on vit ces années, vraiment Paris, on parle des années 30, 34, quand Marcel est né, en 1934, jusqu'à 2020, hein, 2020-2021. C'est un régal, c'est un régal. Mesdames et messieurs, lisez-le, ne vous fiez pas au volume, c'est toute une vie, c'est un trésor là. C'est des documents d'archives que nous donne Marcel, parce que c'est une biographie, c'est pas un roman, donc c'est des faits vrais, c'est des faits réels. Voilà, cette ambiance dans Paris au moment de l'occupation allemande, cette vie dans les fermes à cette époque-là, comment c'était, mais on rêve de voir ces lapins courir, on rêve de ramasser les prunes, les pommes de terre, voilà. Moi, je ne vois que tout ce qui est sain, bio, c'était la belle vie. Franchement, c'était la belle vie. Où les enfants se contentaient du peu. Les cadeaux, je vois Marcel décrit les cadeaux de Noël, on regarde les cadeaux de Noël, mais on se contentait du peu et on était heureux. Mais maintenant, les gens sont en quête, toujours en quête d'on ne sait pas trop quoi. Ça crée des insatisfactions. À l'époque, on se contentait de rien. Un petit rien nous rendait heureux. Et c'est le message qui est là-dedans. Il faut vraiment le lire. Il faut le lire comme dans un rêve de Marcel Mansart. Marcel, vous voulez rajouter autre chose? Non, ben, je voudrais simplement dire aux jeunes de maintenant qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir tous les outils pour apprendre, pour se cultiver, mais qui n'oublient pas non plus de se décontracter dans la nature. La nature, c'est important. Une promenade dans une forêt, dans un pré, que ce soit à la campagne ou à la mer. Mais après les études, aller se défouler un petit peu dans la nature, tout en la respectant bien sûr. Je crois que leur dire de mieux et surtout, nous sommes dans un pays en paix. Ils ont la chance d'être un pays en paix. Nous, quand on était jeunes, malheureusement, on a eu de longues années de guerre. Ça a été difficile, sous les bombardements, etc. Les écoles se faisaient quelquefois dans des abris. Et oui, dans des cas. Oui, c'est ça, vous le décrivez. Tout est décrit là-dedans. Je voudrais dire un souhait personnel. Mon souhait, mon vœu le plus cher, ce serait que ce livre devienne un film un jour. Oui, oui. Il est vraiment adaptable. Si par hasard un producteur, je ne sais pas, quelqu'un de métier m'entend. Passez le message. Passez le message, voilà. C'est ça. C'est le plus grand vœu que je puis faire aujourd'hui. C'est peut-être utopique, mais bon. Ah non, faut pas le dire. Alors, comme le dit monsieur Marcel Mansart, ce livre est écrit tel que il est facilement adaptable en version cinématographique. Et vraiment, quand on regarde les documentaires, ce qui se passait avant, tous les éléments sont là-dedans pour faire un bon film. Voici un document, c'est un document à exploiter. Comme le dit Marcel, toutes ces personnes qui sont dans l'industrie cinématographique, voici, voilà, vous avez un support là qui peut vous aider à faire une œuvre, mais vraiment superbe. Je vous remercie beaucoup, Judith, de cette interview. Voilà, moi, je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur à vous. Merci Marcel. Mais maintenant, vous dites aux personnes où se procurer le livre. Où est-ce qu'ils achètent le livre? Dans les librairies en France? Est-ce que le livre est disponible dans les librairies en France? Ah, il est disponible dans les librairies en commande. Vous l'avez sur Internet, sur tous les réseaux de distribution. Et puis chez Saint-Honoré, bien sûr. Oui. Et aux librairies Gallimard aussi. D'accord.
Ok, voilà. En fait, il est partout, en fait. Dans toutes les librairies destinées à vendre des livres. D'accord, ok. Le message est bien passé. Mesdames et messieurs, voilà, nous avons donc bien écouté monsieur Marcel Mansart. Son livre est très intéressant. Nous ne sommes pas déçus du tout. Comme je vous dis, c'est un document d'archives à exploiter. Toutes ces personnes qui veulent faire des documentaires sur la France des années 30, vous avez un support. Ça fera vraiment l'affaire. Marcel, un grand merci à vous pour cette interview. Vraiment, c'était... Nous sommes comblés. Mesdames et messieurs, quel plaisir d'écouter monsieur Marcel Mansart. Vraiment, c'est... Comment l'appeler? C'est un trésor d'informations. Il nous fait part de son expérience depuis les années 30. Monsieur Marcel est né en 34. La vie qu'il a menée dans les fermes avec sa mamie et son papy. Enfin, à l'époque, il les appelait pépère et mémère. Voilà, la vie dans les champs, dans les fermes, lui-même déjà tout jeune, en vacances en Auvergne. Voilà, chez des gens qu'il ne connaît pas, tout jeune, il devait avoir 6 ans, avec son petit frère. Vraiment, c'est des leçons, comment dire, on s'est dit dans la vie, on s'est dit, oh là là, on a l'impression que c'était la bonne époque. Et il le vit très bien, parce qu'il le dit, c'est de bons souvenirs, c'est vraiment de bons souvenirs. Donc il découvre tout, il nous parle de cette France des années 30, il nous parle de l'occupation allemande, voilà, parce qu'à un moment, effectivement, la France a été assiégée par l'armée allemande. Il nous explique un peu tout ça, comment ça se passe, il nous donne les recettes, voilà, de l'époque, le bon ragoût de lapin de sa mémère. Il nous parle de tellement de choses. Que ce livre est vraiment un trésor, c'est un livre d'histoire, je dirais. Voilà, c'est un livre d'histoire et vraiment il est à lire. Il faut vraiment le lire pour découvrir les traditions de l'époque dans les campagnes françaises, et c'était différent en fonction des campagnes. Lui, il est plutôt de la Picardie. Donc à Venette, pas loin de Compiègne, il disait c'était un autre langage. D'ailleurs, il appelait ça, il disait on parle picard. Et quand il arrive à Auvergne, il trouve que les gens ont un autre accent, il disait un accent chantant et plus le patois. C'est un patois, il donne quelques mots de patois là-dedans. Et quand il arrive à Paris, et bien les Parisiens aussi ont leur accent. C'est des choses, quand on voit la France maintenant, on voit Paris, voilà, on s'est dit, on n'y pense même pas, on est loin d'imaginer ça. Très beau récit, mesdames et messieurs, je vous le recommande. Merci de nous avoir suivis. Vous aimez le contenu de Parlons de livres, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et aussi, allez sur les sites de vente, laissez vos avis, laissez vos commentaires, c'est très important pour les auteurs. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt.